commencer. Je vais vous présenter cette formation très courte sur comment commencer un mentorat et le faire vivre dans le temps. Alors, je suis à la fois en visio et dans une salle, donc de temps en temps, vous verrez tourner les yeux. C'est pas contre vous, mais c'est aussi pour associer les personnes qui sont avec moi. Alors, déjà, pour commencer, je vais vous demander si vous êtes déjà en parrainage, que vous en avez déjà effectué, ou bien si vous débutez complètement. Allez, on commence par la salle. Alors, moi, j'ai déjà fait un parrainage avec NQT et je viens d'en démarrer un second. Très bien. Moi, j'en ai fait 4. D'accord. J'en ai pas encore. Très bien. Ah, moi, j'en ai pas encore fait parce que j'ai eu 2 échecs. D'accord. Ensuite, à distance, Mounia, je vois que votre micro est activé. Oui. Est-ce que vous avez déjà accompagné un jeune? Oui, alors j'en ai accompagné 4 qui ont trouvé de l'alternance et du travail. Actuellement, j'en ai 2 qui sont en cours. D'accord, très bien. Ensuite, Eric. Et il vous manque votre micro. J'ai démarré un parrainage cet été, voilà. D'accord, très bien. Ensuite, nous avons Myriam à distance. Oui, bonjour tout le monde. Donc effectivement, je viens d'entrer dans le système NQT et j'ai la chance d'avoir commencé un marrainage avec Brandy, voilà, la semaine dernière. Voilà. Ok, parfait, très bien. Nous avons aussi Mickaël. Oui, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Ok. Oui, je suis à ma 5e. J'ai déjà 3 qui sont en fait 4 plutôt qui sont déjà en poste et puis un qui t'entonne encore parce que pour des questions de localisation. Sinon on a trouvé des postes mais bon, il préfère plutôt rester à Strasbourg, donc ce qui fait que ça traîne encore. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Et enfin Anthony. Et bonjour à tous. Moi, j'ai fait 2 parrainages et donc une personne qui a fait des entretiens hier et avant-hier, donc j'attends pour savoir ce que ça donne. D'accord. D'accord, très bien. Nous accueillons dans la salle, il y a eu un petit peu de bruit, nous accueillons une nouvelle invitée qui sera une future marraine. C'est Annick Anthony qui est avec nous. Pas de souci, on venait seulement de commencer. Parfait. Alors, donc, nous étions des parrains et des marraines. Je crois que maintenant, Pauline, il faut dire des mentors. Tout à fait. Donc, je vais fourcher de temps en temps. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pas interdit de dire parrain marraine. Voilà, ça marche. Bien. Alors, on va commencer par faire une sorte d'état des lieux et se dire, voilà, à qui nous parler. Qui vont être nos jeunes, nos mentorés, nos filleuls en fait. Dites-vous déjà que ce sont des demandeurs d'emploi. Hein, ce ne sont pas des jeunes en toute sortie d'études, en pleine réussite. Ce sont des demandeurs d'emploi et s'ils ont besoin de votre aide, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver du travail tout seuls. Donc, c'est dur à dire, mais ils ont connu l'échec. Ils ont connu l'échec. Donc, bien souvent, votre première action va être de leur redonner confiance et de leur redonner une valeur qu'ils ont peut-être perdue à leurs yeux. Et souvent, il y a une grande dévalorisation et vous allez, je pense, votre première activité, ça va être de leur redonner confiance, de leur redonner de la valeur à leurs propres yeux. Donc, je vous propose de commencer le mentorat par faire connaissance, leur demander comment ils sont arrivés jusqu'à vous, comment ils ont connu NQT. Vous allez poser comme ça des questions qui ne sont pas trop engageantes et au fur et à mesure, les mettre en confiance pour qu'ils puissent se livrer et vous donner quelques clés de compréhension de leur parcours. Faisons simple, qui commencent par leur parcours scolaire, leur parcours professionnel, les éventuels stages, les jobs d'été, voilà, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Cette matière-là, normalement, ils la maîtrisent, ça va leur donner confiance de l'exprimer. Parfois, vous pourrez aussi commencer à intervenir sur le domaine personnel. Vous ne serez pas en entretien d'embauche, donc vous avez le droit de poser des questions personnelles tant que vous êtes dans des questions qui restent pertinentes, raisonnables et respectueuses, bien entendu. Mais
Il m'est arrivé, par exemple, de poser comme question et pourquoi ne pas avoir intégré telle école alors que vous auriez pu être pris, etc. Enfin, je ne comprends pas vos choix dans votre parcours scolaire. Expliquez-moi, vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, on m'a déjà expliqué que c'était pour des raisons financières. Donc, il y a aussi des choses que vous pouvez avoir besoin de comprendre pour les aider ensuite à présenter leur propre parcours. Vous faites l'état des lieux. Voilà. Le passé, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous faites cet état des lieux. Et à partir de là, vous allez pouvoir construire quelque chose pour l'avenir. Ah oui, mais si je ne présente pas mon écran, vous allez avoir… je suis désolée, Pauline. Je débute. Aucun problème. J'étais en train de me poser la question. Oui, moi j'étais en train de suivre mon support, j'étais en train de me dire mince, je ne vous suis pas. Voilà. Comme ça, on écoute et on y va. Moi, personnellement, ça m'est égal, mais à vous de me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous voyez à distance quand je partage? Oui, on commence à voir un début d'écran. Un début d'écran. Ouais, on a un Et Microsoft celui-là Teams. On a une C'est pas le bon? On la page web. Très bien, Non. je page change. web, ouais. Sans problème, je recommence. Tout à fait. Oui, voilà. Voilà, On va y arriver. on est bien. C'est parfait. Et là, c'est bon. Parfait. Merci. Je couperai au montage, hein, Tony. Voilà. Bien, donc l'intro, le sommaire, on y va. Au fait, vous serez peut-être issu du même milieu professionnel que votre filleule ou pas. C'est vrai que souvent, on vous oriente, on oriente les jeunes vers des professionnels du même secteur. C'est vrai que ça aide, ça met en confiance aussi. Il y a un réseau qui peut se créer, mais pas forcément. Pas forcément. Eh bien, sachez que ça qui peut vous paraître comme une épreuve, ben non, en fait, c'est vraiment, en fait, c'est même plus pertinent de ne pas être dans le même domaine. Je m'explique. En fait, lorsque le jeune va vous expliquer ce qu'il a fait, d'où il vient, alors que vous ne comprenez absolument pas, il va devoir faire tout un travail de réflexion, de pédagogie, qui, du coup, va l'aider à être clair dans ses propos. Et ça, c'est déjà une première préparation pour l'entretien d'embauche. Donc, ce n'est pas un souci, ça sera même finalement plutôt utile que vous ne compreniez rien. Bien. Donc, le projet professionnel, il va falloir le baser également donc, sur un constat. Le constat de d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a réussi, etc. Vous allez questionner le filleul sur les débouchés de sa filière. Le bassin d'emploi géographique, est-ce qu'il est bouché, est-ce qu'il est dynamique, est-ce qu'il est en cohérence? Il y a clairement certains métiers qui n'existent pas à Bordeaux. D'autres qui, au contraire, sont extrêmement abondants. Donc, il est important que le jeune puisse avoir fait ce travail de recherche. Est-ce que c'est pertinent d'être tous en train de chercher un boulot qui n'existe pas dans la zone ou dans le département qu'il a ciblé? Je vous donne un exemple. La communication et le marketing à Bordeaux, il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Voilà, ça c'est un exemple très pertinent, je pense. Et il va falloir, à un moment donné, peut-être pouvoir trouver les moyens de débloquer la mobilité géographique. Pour autant, si la personne vous dit qu'elle n'est pas du tout mobile pour des raisons strictement personnelles, on respecte. Mais on commence à le sensibiliser sur la possibilité d'obtenir ce qu'il souhaite. Voilà. Également, dans quel secteur on peut travailler? Je vais vous citer quelques exemples au fur et à mesure de jeunes que j'ai accompagnés. Donc moi, je suis dans la fonction RH. Au début, mes premières filleules, elles étaient elles aussi dans la fonction RH. On sait très bien, mais dans quel secteur souhaitent-elles travailler? Dans quel type d'entreprise aussi? Est-ce qu'elles veulent continuer dans les mêmes entreprises que celles où elles ont effectué leur stage? Ou au contraire, qu'elles veulent changer? Voilà le type de questionnement pour élaborer un projet professionnel. Les conditions de travail aussi, est-ce que votre jeune est conscient ou consciente des conditions de travail dans lesquelles son métier, le métier auquel il se destine, voilà, il va être confronté.
Bon, évidemment, on ne fait pas un bac+3 pour être boulanger, mais admettons, un boulanger devra prendre en compte le travail de nuit. Un commercial devra aussi prendre en compte le fait qu'il est possible qu'il soit itinérant, avec beaucoup de déplacements, qui peut aussi avoir des horaires, entre guillemets, décalés. Et ça, il faut que votre filleul en soit conscient. Si la personne veut absolument travailler du lundi au vendredi de 9h à 17h, peut-être qu'il se ferme des portes et des possibilités. De même, s'il a un métier qui va nécessiter des déplacements professionnels et qu'il n'a pas le permis, pareil, il va se fermer une sacrée gamme de portes aussi. Voilà, donc tout cela, il faut que ce jeune, il ait fait ce travail. S'il n'a pas fait ce travail, ça va vous l'aider déjà pour savoir concrètement on va où, qu'est-ce qu'on cible, quel est l'objectif. Donc une fois qu'on a, on va déterminer en fait, terminer ensemble une stratégie de recherche d'emploi, parce que c'est vraiment de la stratégie de recherche d'emploi en fait que vous allez lui donner. La base, le début, je pense, de la stratégie, ça va être le CV. Ça fait un peu vieille école hein, comme discours, je sais, mais finalement le CV, qu'est-ce que c'est? C'est un résumé. C'est là en fait que se trouvent toutes les informations résumées de votre filleul. C'est pour ça que le CV, ça va vraiment être l'état des lieux, la première arme pour cette stratégie-là. Alors, un élément très important, c'est que, je vais le dire plusieurs fois, on n'a pas qu'un seul CV. Et je vais le redire et le redire, on a plusieurs CV en fonction de l'entreprise dans laquelle on va postuler, en fonction de l'emploi également qui est recherché. Je vais vous donner plein d'exemples dans ce style-là. Il y a également le CV qui répond à une annonce, le CV qui est en candidature spontanée, le CV pour quand on veut faire jouer son réseau, que ce soit un réseau physique ou bien les réseaux sociaux. Eh bien, on ne va pas rédiger son CV de la même façon. Sachez aussi qu'il y a certaines entreprises au niveau recrutement qui utilisent l'intelligence artificielle et avec donc des scores. Ça matche pas, on a un pourcentage de matching, etc. Donc les éléments, les mots qui figurent dans le CV sont importants. Il faut soigner le vocabulaire. Il faut adapter et utiliser le vocabulaire adapté vraiment à son domaine, à son métier. Comme ça, vous allez augmenter la probabilité d'avoir un bon score. Voilà, il faut que ça matche. Donc, eh bien, copiez, inspirez-vous. On ne peut pas tout savoir tout seul. Vous allez trouver ces mots-clés déjà dans l'annonce. Ça paraît logique quand on répond à une annonce. Également sur le site internet de l'entreprise ou bien dans tel ou tel domaine. Voilà, on se renseigne. Enfin, votre jeune, hein, pas à vous de faire le boulot, votre jeune se renseigne sur le vocabulaire adapté. Comme ça, il le mentionne dans son CV et il va commencer à obtenir quelques points de matching. Ensuite, là, quand je vous disais, on ne va pas présenter son CV de la même façon en fonction de l'annonce, en fonction du métier ciblé. Je vous donne un exemple qui, j'espère, va vous parler. Je suis jeune diplômée, j'ai fait un stage en ressources humaines. En ressources humaines, en général, en stage, on voit plusieurs choses. Mais les deux grandes thématiques que l'on va voir en stage, ça va être le recrutement, la gestion des carrières. Après, on peut voir plein d'autres éléments. Je vais répondre à une annonce de chargé de recrutement. Bien. Il se trouve que pendant mon stage, j'ai surtout fait de la gestion de ressources humaines et un petit peu quand même de recrutement. Qu'est-ce que je fais pour maximiser mes chances? Je commence mon CV par « j'ai fait plein de gestion de ressources humaines et un petit peu de recrutement » ou je commence directement par le paragraphe et du recrutement. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est stratégique. Quoi, hein. On met en valeur, hein. C'est du marketing, c'est du merchandising, hein, le CV. Donc, on va commencer le CV par mentionner l'expérience qui intéresse le recruteur. Et ensuite, on déclinera les autres éléments. De même, on va aussi développer la fameuse expérience qui est attendue pour après éventuellement synthétiser et prendre moins de lignes sur d'autres expériences qui peuvent être très intéressantes et qui ne sont pas forcément attendues. Et vous répondrez comme ça à la grande question, mais comment je fais pour avoir un CV qui tient sur une page? On synthétise certains éléments qui ne sont pas pertinents pour en développer d'autres. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs CV
Ainsi, mon jeune diplômé, il va avoir un CV particulièrement fourni pour les annonces de recrutement, un autre CV plus fourni pour la gestion de ressources humaines, etc., etc. C'est comme ça qu'on a plusieurs CV. Alors attention, on ne va pas mentir dans le CV, parce qu'on va très vite se faire prendre la main dans la confiture. C'est pas tout à fait ça l'expérience, mais ça va faire comme ça. Donc, on met en valeur une expérience qui s'en approche, mais on ne ment pas. On ne fait pas semblant d'avoir l'expérience parce que très vite, on va être démasqué. Il faut bien hiérarchiser les items dans l'annonce. Voilà, je pense que c'est ça la règle. Et évidemment, élaborer une stratégie, mais ça, on continue. Alors, juste, je me permets de vous interrompre. Il y a une petite question. Il y a deux questions même. On a une petite question de Mounia qui demande comment débloquer le projet professionnel quand le filleul ne sait pas quoi faire ni ce qu'il souhaite faire. D'accord, très bien. Et l'autre question, je vais répondre. C'est une question qui vient d'arriver où on devrait faire le premier rendez-vous avec le filleul. Alors, oui, ça, celle-là, je vais y répondre aussi. Ouais. Ça aussi, je vais répondre. Et oui, aussi, je pense qu'il faut le faire en entreprise et je développerai pourquoi. Alors, si je reprends sur le projet professionnel, si le jeune ne sait pas du tout, bon, c'est navrant d'avoir fait autant d'études. C'est navrant, mais bon, on va l'aider, quoi. On va l'aider. Bon, déjà, de base, pourquoi il a fait ses études? Pourquoi il est allé dans cette voie? Il y a bien une raison, il y a bien quelque chose qui l'intéresse dans ce domaine-là. Ensuite, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle une enquête métier. Chercher sur Internet, chercher aussi dans certaines associations patronales, syndicats patronaux, chambres des métiers, chambre de commerce et d'initiative. Enfin, voilà, et d'industrie, il y a plusieurs endroits où le jeune va faire son enquête métier. Je ne pense pas possible qu'un jeune ait effectué des études sans savoir derrière vers quoi son bac plus 3, son bac plus 4, son bac plus 5 va pouvoir mener. Je ne sais pas si Mounia veut prendre la parole. Je peux me permettre de réagir, parce que j'ai eu cette expérience. En réalité, c'est ma toute première filleule qui s'appelle Théa. Mon tout premier contact débuté. Donc, cette jeune femme arrive, elle a quasiment master de droit. Je pense que moi, je suis avocat. Donc, c'est pour ça que j'ai reçu cette fille juriste. Elle arrive en me disant, bon, ben voilà, tout se passe bien. J'ai réussi chaque année, j'ai réussi à avoir 10 chaque année, j'ai redoublé parfois, mais j'ai eu 10 l'année d'après. Et en réalité, maintenant, je déteste le droit. C'est mal barré quand même. Donc, vraiment, oui, c'est embêtant. Maintenant, je peux l'avouer, ça fait 8 ans que je galère chaque année, je fais le job, et je déteste ça. Et donc, en fait, le travail qu'on a fait, c'est pour réagir sur on ne peut pas penser que rien ne. Oui, en tout cas, le schéma existait de la personne qui ne voulait pas du tout faire le travail pour lequel elle ça, c'est carrément une autre hypothèse. Et donc, ça, c'est pour rebondir sur d'autres niveaux d'échange plus personnels dans le premier entretien. Ça a été de se dire, bon, bah, ok, alors du coup, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? C'est vrai, qu'est-ce qui vous a amené à ces études? Elle, c'était plutôt le côté littéraire, pas forcément la réflexion juridique, mais le fait que, en droit, on est quand même beaucoup. Et puis, sur son CV qu'elle m'avait présenté, elle avait une photo qui vraiment sortait de l'ordinaire. On sentait qu'elle travaillait, la lumière et autres. On s'était parlé de ça. Et de fil en aiguille, on a réussi à brosser le côté journaliste, raconter des histoires, voire romancer. Et puis, la photo. Et du coup, après plusieurs entretiens, elle est partie faire une formation en photojournalisme. D'accord, une réorientation professionnelle. Ah oui, c'est très bien. Là, c'est carrément l'exemple radical. Là, c'était c'est radical. Le premier rendez-vous, moi j'ai fait OK, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas fait la formation mentoralité. Alors, moi j'en ai eu une autre anecdote amusante. Coucou à notre camarade. Je reçois un jour un jeune qui avait fait des études en administrateur culturel. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, quand je vois ce CV-là. Et donc, je demande, parce que c'est la première fois que j'en avais un que je ne connaissais pas, et j'explique à mon interlocutrice NPT, je dis, c'est quoi ça? Pourquoi vous me l'envoyez? C'est pas là, vous vous êtes trompé de mentor, c'est pas possible, je ne suis pas la bonne marraine. Si, parce qu'à un moment donné, il a fait un job d'été pendant un mois dans une banque. Oui, je suis RH dans une banque. Donc, vous êtes RH, vous avez fait de la banque, il y a peut-être moyen que vous ayez des moyens de discuter.
Et parce qu'il se cherche, c'est pas trop ce qu'il veut faire dans la vie. Tu vois, c'est chaud. 5 ans administrateur culturel, 1 mois de job d'été dans la banque. C'est bon, il est motivé pour faire la banque. Donc en fait, pas du tout. Comment on a fait? On l'a repris. Je lui ai demandé de m'expliquer c'est quoi le métier d'administrateur culturel. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à me vendre le métier. Il m'a dit à quel point c'était génial. Ah ben finalement, il voulait faire ça. Je pensais très bien. Et ça se fait où? C'est quoi les employeurs? Voilà, les choses de débutants, vous voyez, qui font qu'après, derrière, ils puissent dire ah bah, c'est ça le type d'employeur, c'est tel type d'organisme, soit c'est du privé, soit c'est du public, etc. Mais je me rends bien compte qu'il n'y a rien ici, à Libourne, là où j'habite. Il faut que j'aille loin, etc. Je dis, bon, bah voilà, vous avez déjà fait tout un gros boulot. Et cette réflexion-là, visiblement, il ne l'avait pas menée tout seul. Voilà, ni avec Pôle emploi qui n'a pas. Donc, 2 exemples radicaux, mais qui illustrent bien, j'espère, la détermination du projet professionnel. Et on a le droit d'avoir choisi ses études par élimination, à savoir, ça, je ne veux pas le faire, donc je prends ce qui reste. On peut le comprendre hein, et le respecter surtout. Alors, je continue le CV. Voilà, alors, très important, on leur a dit, on leur a rabâché, il ne faut pas que ça dépasse une page, le CV. Parce que le recruteur, c'est un feignant, il ne tourne pas la page. Il se contente de lire une seule page. Voilà, il faut que leur mettre ça dans la tête. Dites-leur, ça va les marquer. Le recruteur, c'est un feignant, il faut lui faciliter le boulot. Une fois que vous avez ça, vous avez la clé pour être recruté. Donc, il va falloir enrichir le CV. Je reprends mon exemple. D'un poste RH où on cherche un recruteur, un chargé de recrutement. Eh bien, dans mon CV, je ne vais pas me contenter de mettre une ligne avec marqué bah, je fais du recrutement. Non, il va falloir enrichir les informations. Donc, concrètement, on a recruté quoi? Quel type de profil? Quel type de métier? Est-ce que ce sont des expérimentés, des jeunes diplômés? Quels étaient les outils utilisés pour le recrutement, etc., etc. Tout ça, ça enrichit, ça donne des informations sur ce que votre jeune sait faire. Donc là, c'est l'exemple typiquement du recrutement. Hein. Donc, on a diffusé des annonces, mais quand je dis je diffuse des annonces, je diffuse où? Dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur des job boards. Voilà, il faut donner plus d'infos parce que c'est un chargé de recrutement qu'on cherche. Voilà, donc il faut enrichir. Et après, on élague certains points qui prendraient trop de place et qui ne sont pas pertinents. Si l'annonce est bien rédigée, quand le jeune va répondre à une annonce, si l'annonce est bien rédigée, normalement, il y a de quoi trouver des similitudes avec le parcours. Et à ce moment-là, on remplit limite pile poil. Regardez, mon CV, c'est exactement ce que vous avez mis dans l'annonce. C'est pas merveilleux, ça? Voilà. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas aussi simple, hein, on ne peut pas toujours tomber pile sur l'annonce, le profil recherché, à ce moment-là, vous allez mettre en évidence les points qui s'en rapprochent le plus. OK, il s'agit de diffuser des annonces ou de recruter via les réseaux sociaux. Ah, ce n'est pas forcément la plus grosse expérience. Mais à ce moment-là, on se renseigne. On se renseigne personnellement sur comment on fait, et puis soi-même. On peut savoir comment déjà soi-même on postule. Donc, ainsi, vous allez le faire enrichir son CV. Les CV papier, ça ne se fait plus. C'est rare. En général, le recruteur, il reçoit un CV en ligne. Hein. Il reçoit un CV en ligne, soit par mail, soit via ses outils. Il a en général un outil pour recevoir les candidatures. Sachez que le papier, la version papier, ça existe aussi. On ne va peut-être pas rédiger le CV de la même façon. On verra tout à l'heure la stratégie du démarchage papier. C'est-à-dire, je prends mes CV sous le bras et je vais aller distribuer mes papiers, je vais distribuer mes CV. C'est une autre stratégie, ça marche aussi. C'est une autre stratégie. Vraiment, on va rédiger le CV différemment, hein, vraiment différemment. Donc, je développe le fameux CV numérique. Hein. Lorsque vous allez ouvrir un CV par mail ou sur un site dédié, très souvent, vous allez voir le début du fichier et rarement le CV en entier. On va voir en général le premier tiers du document. Donc, c'est là qu'il va falloir charger les infos les plus pertinentes. On ne va pas utiliser le premier tiers du CV avec ma photo où j'habite et regardez, j'ai une voiture. Non,
si vous obligez votre recruteur à faire un effort de descendre l'ascenseur, vous voyez déjà, rappelez-vous, le recruteur, c'est un payant. Donc, les infos les plus pertinentes en haut. Donc, il y a plein d'outils pour créer des CV, hein, plein. Voilà, donc vous tapez directement les premières infos. Il y a plusieurs façons de rédiger le CV. En général, on présente son CV de façon chronologique ou plutôt de façon antichronologique, c'est-à-dire on commence par les expériences et les diplômes les plus récents. Oui, ça c'est bien quand on est à l'apogée de son parcours et qu'on arrive exactement avec tout ce qui va bien pour postuler dans la fameuse annonce. Je reprends mes autres exemples de jeunes accompagnés. J'avais une jeune diplômée qui voulait reprendre des études. Enfin non, c'est pas une jeune diplômée, c'est plutôt une vieille diplômée, si je peux me permettre. Elle était jeune quand même. Elle voulait reprendre des études après avoir travaillé un petit peu et elle voulait faire un master en RH. Et sa dernière expérience, elle a 4 ans avant sa reprise d'études. Donc forcément, les 4 ans où elle avait travaillé, où elle fait beaucoup de choses, c'était pas très pertinent pour les ressources humaines. Donc à ce moment-là, on n'a pas fait un CV antichronologique, on a fait un CV par thématique, par compétence. Voilà. Donc la compétence, par exemple, les compétences relationnelles et les compétences relationnelles dans les ressources humaines, dans le commerce, etc., etc. Donc on reprend vraiment les grands items communs avec le métier ciblé et après derrière on décline. Ça, c'est la version où on va répondre, j'ai envie de dire, à une annonce. C'est un peu pareil dans le cas de la candidature spontanée. On est candidature spontanée comme elle l'a fait pour trouver une alternance en RH, alors que sa dernière expérience était commerciale. Bon, ça marche aussi, hein, le principe du CV par compétence. Dans le cas d'une candidature spontanée, là, toujours dans des logiques stratégie, on va se renseigner sur l'entreprise pour en savoir plus dans l'absolu sur ce qu'elle pourrait potentiellement rechercher. Ses valeurs, les valeurs affichées, maintenant les entreprises, elles affichent des valeurs, des engagements. Sa stratégie de développement, quel message clé l'entreprise fait-elle passer? Et à ce moment-là, on va pouvoir mettre en avant dans son CV des choses qui sont similaires, ou en tout cas qui s'en rapprochent. Je donne un exemple. Pardon. J'ai un jeune commercial, faire du commerce. S'il veut postuler dans une entreprise qui est en pleine conquête de parts de marché, qui cherche à développer sa part de marché, à conquérir des nouveaux marchés, etc. etc. Bon, évidemment, c'est pas le mot gestionnaire qu'il va falloir mettre en avant dans le CV. C'est bien le côté développeur. Donc, on va changer son vocabulaire, alors que c'est le même métier, hein, dans l'absolu. On va changer son vocabulaire de manière à coller avec les objectifs affichés de l'entreprise. Voilà, qu'il y ait ou pas une annonce. Voilà pourquoi ce travail du CV il est important et pourquoi la plupart du temps, enfin en tout cas les miens filleuls, ça passait pas. Il passait pas au niveau du CV. À partir du moment où on a refait le CV avec la logique stratégie, je mets le bon vocabulaire, je mets les trucs dans le bon ordre, etc. Là, tout d'un coup, la barrière du CV, elle passait. Elle se levait. Il passait la barrière. Après, il y a eu le grand écueil de l'entretien de recrutement. Mais avant l'entretien de recrutement, il y a ce… Oui, pardon. Un truc qui marche bien aussi, je pense, sur le CV, c'est le titre. Oui. C'est essayer de coller au maximum le titre de son CV avec le poste sur lequel on postule. Ça, c'est sûr. Surtout si le CV il est très fourni et complexe à lire, facilitons, comme j'ai dit tout à l'heure, le travail du recruteur. Cette pauvre personne qui a beaucoup de boulot, qui du coup n'est pas qu'un feignant, elle a aussi beaucoup de travail. Alors, le vieil exercice désuet de la lettre de motivation, bon, parfois, il faut y passer. Nous, par exemple, CIC Sud-Ouest, c'est plus obligatoire. On n'est plus obligatoire. Vous pouvez postuler sans mettre de lettre de motivation. Vous avez quand même la rubrique si vous voulez. C'est quand même une façon de se démarquer. Ça montre que vous avez fait un effort. Voilà, ça montre que vous avez fait un effort. Et puis, n'oublions pas, ils sont bac plus 3. Normalement, ils savent faire des minimum. Enfin, c'est bac plus 5. Ils savent faire des phrases. Hein. Vous voyez, ils savent faire des phrases. Non, ils peuvent pouvoir faire l'effort de rédiger. Vous allez leur demander, en fait, dans cette lettre de motivation, de faire quelque chose de suffisamment concis, mais qui tient à la page. Vous n'allez pas faire une lettre qui tient uniquement sur un tiers.
quelques conseils de présentation. Il faut que ça tienne sur la page. Agrandissez les espaces, agrandissez les marges, si jamais il n'y a pas beaucoup à dire, mais voilà, que ce soit une belle lettre bien présentée. Ça montre aussi qu'on est capable de rentrer dans une norme de communication, même si ça peut paraître désuet. Ça montre qu'on est capable de rentrer dans un moule pour après mieux le déformer. Alors, ça va il y avoir 3 grandes parties dans la lettre de motivation. Qui je suis, moi, jeune. Ça, c'est un des paragraphes. Un paragraphe sur l'entreprise. Vous pouvez commencer soit par l'entreprise, soit par le jeune, ou l'inverse, vous commencez par le jeune, soit par l'entreprise, peu importe. Il faut qu'il y ait une sorte de logique où je parle de moi, jeune, je parle de vous, l'entreprise. Dernier paragraphe, regardez ce qu'on va pouvoir faire ensemble. On est fait pour travailler ensemble. Donc, ça peut être dans l'autre sens. Vous êtes l'entreprise, vous cherchez, etc. Regardez-moi, le jeune, comment je suis fait pour vous. Regardez. Ensemble, on va pouvoir travailler ensemble et je pourrais vous proposer ça. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop dense non plus. Hein. Pareil, hein. S'il y a trop à lire, n'oubliez pas, hein, le recruteur a autre chose à faire. Hein. Il va zapper la lettre. Pour autant, si le CV lui plaît, il va la lire, du coup, la lettre. Donc, il faut la soigner en se disant, il y a une probabilité pour que ça soit utile. On ne zappe pas. De toute façon, l'exposé des motivations, le résumé de soi-même fait en phrases, on a déjà fait le résumé de soi-même avec un CV, là on va faire un résumé de soi-même avec des phrases. C'est quand même un exercice d'introspection assez utile, je trouve. En tout cas, s'il est capable de le mettre par écrit, il sera capable de le dire en entretien de recrutement. Voilà ce que je peux dire pour vendre la lettre de motivation, même si ce n'est pas obligatoire. Alors, on va toujours reprendre notre bonne vieille stratégie de recherche d'emploi. Où est-ce qu'on trouve des annonces? Où est-ce qu'on trouve du boulot? Alors, il y a des sites spécialisés qui reprennent, qui agrègent les annonces de plein de sites emploi ou de plein de sites d'entreprise. Je ne veux pas en citer, mais bon, voilà, il y en a. Quoi. Il y a aussi des job boards. Donc là, les job boards, ce sont les sites véritablement payants. Voilà, qu'une entreprise a payé pour y diffuser ses annonces et pour éventuellement avoir accès à la CV Tech de ce job board. On peut aussi trouver des annonces directement sur les sites des entreprises. Le CIC Sud-Ouest ne publie que sur son site. Derrière, vous avez des agrégateurs qui reprennent nos annonces, genre Indeed. Voilà. Et après, nous sommes en train de le développer au niveau national, mais aussi des partenariats pour que nos annonces puissent être reprises, par exemple par le site emploi de la GFIP, par Cadre Emploi. Voilà. Donc, en fait, je ne vais pas faire l'effort d'aller sur ces sites-là. Mon outil interne de recrutement, c'est le seul endroit où je vais diffuser mes annonces. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur des sites des entreprises pour trouver les annonces. Ils ont toujours une part recrutement, carrière. Donc, s'il n'y a pas d'annonce, ou s'il n'y a pas d'annonce qui nous correspond, ce n'est pas grave. Il y a forcément une rubrique candidature spontanée. On va se renseigner sur l'actualité de l'entreprise. Une entreprise qui est en difficulté financière va peut-être pas avoir besoin de recruter. Voilà. Une qui vient d'annoncer un plan social ou des émeutes salariales, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour postuler? Peut-être. S'il recrute quelqu'un pour mener le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, ouais, peut-être. Enfin bon, attention. Voilà, il faut vraiment être en phase en fait. Faut être en phase. Si vous avez un profil très porté sur l'écologie, est-ce bien pertinent d'aller travailler dans une industrie pétrolière? Peut-être s'ils recherchent des profils écolos pour renverser la tendance. Mais bon, voilà. Il faut quand même que ça reste en phase, parce qu'à un moment donné, s'il y a une dissonance, ça va se sentir. Petit conseil aussi, moi je trouve que l'actualité de l'entreprise sur la fin d'une lettre de motivation, c'est super important. On voit un jeune qui a dit ce qui s'est passé récemment dans l'entreprise et c'est son accroche dans une lettre. Bon, voilà. Oui, je vais témoigner également sur ce recrutement-là que je mène actuellement. Et j'utilise aussi un outil moi, d'entretien vidéo. Un entretien vidéo à distance, d'entretien différé. Donc, j'envoie les questions et mon candidat, il se filme en train de répondre aux questions. Voilà.
c'est un autre outil qui permet de passer outre le CV et qui permet aussi d'exprimer certaines choses. La dernière question, c'est toujours, que pouvez-vous me dire du CIC Sud-Ouest et du groupe auquel il appartient? S'il n'est pas fichu de savoir à quel groupe le CIC Sud-Ouest appartient, ce n'est pas la peine. C'est un touriste. Il n'a rien à faire avec moi. Voilà. Ça montre aussi le degré d'engagement de votre jeune pour cette entreprise-là. Très, très important. Et avant de postuler partout et de gaspiller ses ressources et de complètement se démotiver, se décourager, on reste dans la logique stratégie de recherche d'emploi. Quelqu'un qui me dit, moi j'ai envoyé 150 CV, je n'ai pas une réponse. Je dis, bah, tu n'as pas cherché au bon endroit. Enfin, excusez-moi, mais il ne va pas m'expliquer que c'est scandaleux de ne pas recevoir une réponse. Si, en fait, c'est très impoli. Mais quand même, il n'y a vraiment pas tapé dans la bonne catégorie d'entreprise ou de domaine. 150 CV, pas une réponse. Il y a un truc qui cloche. Donc, il faut se remettre en question. Peut-être qu'on n'a pas tapé au bon endroit, à la bonne porte. Toutes les boîtes ne cherchent pas un comptable. Voilà. Il faut trouver. Et comment on se renseigne? Par la Chambre des métiers. Si vous prenez par exemple les experts comptables, ils ont un groupement d'employeurs. Ils ont une chambre, l'équivalent d'une chambre des métiers. Les avocats aussi. Ils ont un barreau. Voilà. Donc, il y a des groupements d'employeurs comme ça. Et votre jeune, il va falloir qu'il aille taper à la bonne porte pour trouver derrière tous les couloirs qui vont derrière cette fameuse porte. Sinon, il va s'épuiser. Hein. C'est pas la peine. Il va épuiser son temps, son énergie, son envie, son dynamisme, son côté positif. Et ça c'est pas bon. Quoi. Ça se ressent ensuite dans la candidature. Et pour ça, il va falloir connaître ses envies, ses forces, ses points de vulnérabilité. Il faut travailler. Hein. Il faut travailler la connaissance de soi. À vouloir le connaître, vous allez l'obliger du coup, à se connaître lui-même ou elle. Alors, une autre façon, ça va être de se rendre dans les forums. Je prends mes CV sous le bras et je me pointe sur tous les stands. Voilà, comme ça c'est réglé, j'y vais, je me pointe, je force la porte. C'est pas mal, il ne faut pas y aller comme un bourrin non plus. Pareil, on va élaborer une stratégie pour prendre le contact. Alors, comment on va faire le tour des stands avec son CV papier et on va commencer par se renseigner sur les opportunités, sur le domaine, sur l'actualité de l'entreprise, etc. Demander si on peut laisser son CV ou bien si la personne peut transmettre au bon interlocuteur, ce genre de choses. Si jamais le jeune a fait une bonne impression, et même si on lui dit, non, en ce moment, on ne cherche pas, et s'il a fait une bonne impression, on va dire, on va peut-être garder le CV. Ou bien, je vais transmettre un confrère, une consoeur dans une autre entreprise qui, elle, par contre, recrute, etc. Tiens, allez voir le stand 3 carrés plus loin, eux, je crois qu'ils recrutent ce genre de choses. Si le contact, il est nul, votre interlocuteur sur le stand, il ne va pas avoir envie de vous dire, va voir mon camarade là-bas, lui, il recrute. Il faut soigner sa présentation. Donc, on s'intéresse au stand, à l'entreprise, etc. Et oui, vous pouvez vous pointer, même si vous êtes déjà diplômé, sur un forum de stage de votre ancienne école ou de votre université. Pointez-vous. Peut-être que les entreprises qui sont là, ils sont là que pour les stages et les apprentis. OK. Mais est-ce que ça ne les intéresse pas aussi d'avoir quelqu'un qui est déjà diplômé? Cherchons. Il ne faut pas se fermer les portes. Au contraire, il faut aller taper pour voir si ça s'ouvre. Voilà, donc ça aussi, on n'y pense pas, mais c'est comme le commerce. Hein. Il faut faire de la prospection. Votre jeune, c'est un commercial. Il a son profil à vendre. Donc, on applique toutes les stratégies commerciales qui peuvent exister. Donc, je vous ai parlé du marketing, du merchandising, je place mon bon argumentaire, etc. C'est du commerce, je me vends moi-même. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? On est bien? Bon, tant mieux, super. Alors, ça, c'est comment on va commencer le mentorat. Ensuite, il va falloir maintenir la dynamique dans la relation. C'est vrai qu'au début, ça va prendre du temps, le mentorat, parce qu'il faut faire connaissance. Et puis, il y a cette espèce de sensation d'urgence aussi de moi, ça fait des mois que je cherche, je ne trouve pas. Là, maintenant, il faut vraiment que je trouve. Donc, souvent, il y a ce sentiment d'urgence de alors, du coup, on va se voir toutes les semaines. Toutes les semaines, tant qu'on n'a pas un CV propre, on garde le contact et on ne le lâche pas. Il faut que le CV soit bien. Et donnez-lui du boulot entre les séances. Parce que vous ne pouvez peut-être pas avoir 2 heures disponibles chaque semaine.
Voilà, c'est pas évident. Donc, vous lui donnez du boulot, vous lui donnez les grands principes. Vous lui demandez d'aller voir des tutos sur comment on fabrique son CV, d'aller aussi voir tous les guides de l'app NQT. Il y a plein de choses aussi là-dessus. Est-ce qu'il en a pris conscience qu'il y avait autant d'informations vachement intéressantes? Voilà, donc vous lui donnez du boulot pour la fois d'après. Souvent, n'oublions pas que nous sommes avec un jeune en recherche d'emploi qui n'a, entre guillemets, que ça à faire. Donc, vous le remettez dans une dynamique de j'ai des objectifs, j'ai un timing à respecter, et en gros, vous le remettez en mode travail. Voilà. Si après, en même temps, en parallèle, il y a un job alimentaire, vous êtes indulgent, quoi. Vous en tenez compte aussi pour prendre les rendez-vous. Moi, je vous conseille de voir et de rencontrer physiquement votre filleule, en tout cas au début. En tout cas au début. C'est essentiel de l'avoir vue au moins une fois. Moi, j'ai déjà fait du mentorat que à distance. C'est chaud. Et puis, je la forçais quand même à mettre la vidéo. Je dis, je m'en fiche, t'es en peignoir, je m'en fiche, mais tu mets la vidéo. Je veux te voir, je veux voir comment tu te comportes en entretien, parce qu'il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des outils de recrutement en vidéo. Donc, il faut savoir se cadrer avec son téléphone, c'est aussi cool que ça, mettre un bon éclairage aussi. Alors, ce n'est pas à contre-jour. Ce sont des bricoles et qui peuvent les faire échouer au recrutement. Si vous ne les voyez pas et que vous ne leur dites pas ça, c'est pas possible, ils ne pourront pas toujours s'en rendre compte. Voilà. Alors, rencontrez votre filleule aussi, je vous invite à le faire dans votre entreprise. Dans votre entreprise, qu'il puisse avoir une posture professionnelle, qu'il sache se présenter dans une entreprise qu'il ne connaît pas sans passer son temps à longer les murs et regarder ses pompes. Il a le droit d'être là. Hein, il a été invité, donc on lève la tête, on bombe le torse. Je suis content d'être là, je suis fière et je le montre. Faites un atelier serrage de main aussi. Alors avec le Covid, on ne fait plus beaucoup. Mais les mains moites qui ressemblent à une éponge, c'est pas possible. Hein. Faites un atelier serrage de main. Hein. Moi, je me souviens d'une jeune femme, bon, alors, la pauvre chou, elle cumulait. Regardez ses pompes pendant tout l'entretien. Pendant 1 heure, elle a dû croiser mes yeux 2 fois par hasard. Et encore, la pauvre, elle a rougi parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je la regarde. Ça a été douloureux. Et alors, le serrage de main, c'est comme si j'avais rien dans la main. Donc, on a fait un gros travail de regardez-moi dans mes yeux. Serrer ma main, plus fort, allez, plus fort. Voilà, hein, c'est couillon, mais voilà aussi pourquoi pour rencontrer son filleul. Hein. Voilà, et puis ça le sort aussi son mareste et sa dépression à la maison tout seul avec Netflix et autres réseaux sociaux déprimés. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes là pour lui redonner confiance. Moi, mes filleuls, je leur fais faire le tour de la DRH. Je les montre. Je les préviens avant, évidemment. Je les montre. Je dis, allez, on y va, tu viens, je vais te présenter à tout le monde. Non. Si, tu viens, je te présente à tout le monde. Attention, répète comment on a fait le serrage de main, c'est parti. Et puis la fois d'après, parfois, j'ai carrément faire le tour de l'étage. Allez, vas-y ma poule. On y va. Oui, bon, alors maintenant, on ne serre plus trop la main. Donc, bien. Après, les recruteurs sont quand même maintenant formés sur le fait qu'on ne touche plus. Non, on n'évalue pas quelqu'un par rapport à son serrage de main, surtout. Quoi. Oui, bien sûr. On a beau dire ça, on a beau former les recruteurs à on ne juge pas la personne à son apparence et à l'impression qu'elle nous donne. N'empêche, les biais cognitifs, ils sont là, quoi. Je suis désolée. Donc il faut, voilà. Exactement. Et puis bien souvent, il y a plusieurs recruteurs. Vous avez le professionnel de la fonction RH et vous avez le responsable hiérarchique, le responsable opérationnel qui parfois va déraper. Donc, préparez aussi votre jeune aux questions qui dérapent. Qu'est-ce qu'on répond à une question qu'on n'a pas le droit de poser? On répond à côté. On répond à côté. Ou alors, puisqu'on nous pose une question qu'on n'a pas le droit de poser, eh ben, je vais répondre ce qu'il va entendre. Si je joue à ce jeu-là, on est mal barré. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de bosser dans une boîte où on nous pose des questions qu'on n'a pas le droit de nous poser? Finalement, hein, peut-être jouer le jeu. Tu veux savoir si j'ai des enfants? Bah, je vais t'expliquer que j'en ai pas. Voilà. Alors qu'en fait, j'en ai déjà 12. C'est pas grave. J'en ai pas. T'as pas le droit de me demander. J'en ai pas. Voilà. Il fait quoi comme métier ton mari? J'en ai pas. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Voilà, c'est bon. J'en ai pas, je suis dispo 24 h sur 24. Vous voyez? Au taquet. T'as pas à poser cette question, machin. Donc, t'étonne pas si je te raconte des conneries après. Voilà, excusez-moi, je dérape.
Donc, toujours dans la logique maintenir la dynamique dans la relation, j'ai dit filez-lui du boulot et filez-lui les rendez-vous. Elle repart pas. Enfin, moi, en général, c'est des filles. Elle repart pas, la filleule, sans avoir un rendez-vous téléphonique ou physique. J'ai une petite question sur ce que vous venez de dire sur les questions. Allez, qui ouais. peuvent pas être Oui, posées. je sais, j'ai un peu provoqué. Ah, mais, Ah, mais ouais, moi aussi, je sais pas, j'ai un peu de mal. Je pense que dans l'adéquation profil-poste, il y a aussi la situation personnelle qui entre en ligne de compte. Quand vous parliez du permis pour un commercial, il y a aussi, si le job nécessite des déplacements et qu'on a un chargé de famille, c'est compliqué. Donc, du coup, je trouve que c'est pas tabou de poser les questions. Si. Expliquer les contraintes du poste. Voilà. C'est pas. Le candidat Voilà. doit savoir si, en fait, les contraintes, je vais développer. Je vous donne un exemple. Moi, clairement, voilà, j'ai des horaires imposés. Non, pas forcément. Mais en entretien de recrutement, je vais expliquer que les horaires des agences, c'est 8h45, 18h. Voilà, je commence par là. Les horaires des agences, c'est 8h45, 18h. C'est tous les mêmes horaires. Par rapport à votre lieu de vie, est-ce que c'est compatible avec votre vie personnelle, avec le temps de trajet, avec les transports en commun, puisque je vois que vous n'avez pas le permis? Est-ce que vous avez pris conscience des contraintes et des exigences? Est-ce que c'est compatible avec votre vie perso? Alors derrière, on me déroule, vous en faites pas, j'ai le permis, j'ai la voiture, j'ai les gardes d'enfants, j'ai tout le machin. Et là, je leur dis, je n'ai pas à le savoir. Et j'insiste bien sûr, voilà mes contraintes, c'est compatible avec votre vie perso, ça marche. C'est ça, sans me la péter, c'est ça un bon recruteur. Et vous pouvez du coup, donc là tout à l'heure, je fais vraiment des réponses très provocatrices. Est-ce que vous avez des enfants? Pourquoi? Moi, personnellement, on me pose cette question, je vais plutôt répondre par une autre question. Pourquoi? Est-ce que vous... et pourquoi avez-vous besoin de savoir ça? Et quelle serait la bonne réponse à vous donner? Bon, là, voilà. Vous voyez, c'est une autre façon de prendre les choses et de déminer le truc. Voilà. Plutôt que de dire, non, c'est bon, j'en ai pas, vous inquiétez pas, vous pouvez m'exploiter jour et nuit. Non, ça, c'est faux. C'est toujours c'est de la provocation. Mais détourner sans répondre à la question. Parce que là, on sent qu'il y a un sujet qui est délicat. Toujours dans la dynamique à maintenir, donc vous repositionnez un autre rendez-vous. Donc au début, on se voit souvent, il faut absolument arrêter toute recherche d'emploi tant qu'on n'a pas un CV au taquet. Je leur ai dit, vous arrêtez de postuler n'importe où, là c'est n'importe quoi, vous allez vous griller. Refaites votre CV et une fois qu'on est OK, en face sur la façon dont vous avez rédigé vos CV, rappelez-vous, il y en a plusieurs, quand je vous ai donné le feu vert, là c'est bon, vous commencez à les envoyer. Et puis, on se verra un petit peu plus loin dans le temps. Et on se reprend le contact quand vous avez votre CV a été sélectionné, vous avez les entretiens de recrutement, etc. Et entre-temps, vous pouvez garder le contact, même s'il n'y a pas de retour positif tout de suite, pour l'entraîner aux entretiens de recrutement. Et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, aux entretiens vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, zut. Je vais vous donner un exemple d'une jeune fille qui avait tout bien compris, le CV. Et ça, du moment qu'elle avait tout bousculé la façon de rédiger son CV, tout d'un coup, elle dit, c'est super, j'ai plein de réponses positives, j'ai des entretiens de recrutement, c'est merveilleux. Ah, je fais comme quoi, c'est formidable. Et puis, en fait, elle se ratait les entretiens. Elle me disait, j'ai raté mes entretiens, je ne comprends pas. Pourtant, elle était plutôt à l'aise, vraiment bien, quoi. Avec moi, elle était bien. Je trouvais à l'aise, me regardait dans les yeux, elle me serrait bien la main. Elle expliquait bien son parcours, c'était efficace, très pertinent. Et je me suis dit, mais il y a bien un moment où vous vous rendez compte, dans l'œil du recruteur, dans son visage, il y a un truc, à un moment donné, où vous vous rendez compte que vous avez merdé. Elle me dit, je ne sais pas, je vais réfléchir. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'elle évoquait une partie de son parcours professionnel, qu'elle avait considéré comme particulièrement traumatisante, comme un échec, en gros, la ruine de sa vie, elle perdait confiance. Elle bafouillait, elle ne savait pas le dire, elle regardait ses ponts. Donc, en gros, c'est là qu'elle était mauvaise en entretien. C'était très bien avant, après, mais sur ce point-là, parce qu'au début, elle faisait l'impasse. Sauf qu'un recruteur,
Il le sent qu'il y a une impasse. Il va dedans, évidemment. On va aussi dire qu'il y a des bons recruteurs. Donc, il allait là-dedans. Il sentait qu'il y avait un piège. Pouf, elle tombait dedans. Donc, je lui ai demandé de revenir, de me re-raconter cet épisode-là. En l'occurrence, cet épisode, c'est quand elle avait donc elle préparait son bac plus 5 en RH. Elle avait 6 mois de stage obligatoire, le grand classique en master. Elle fait 3 mois et au bout de 3 mois, elle se rend compte que la boîte dans laquelle elle est l'exploite. Harcèlement moral, tâches et activités complètement en décalage avec ce qui était attendu au niveau pédagogique. Enfin, vraiment le gros échec. Et puis, personnellement, elle a été éprouvée par un sale con. Ouais, simple. Elle a eu le courage, moi je le dis, elle a eu le courage de le dire à son école, qui a exceptionnellement autorisé un second stage. Et à partir du moment où elle a pu trouver un autre stage de 3 mois, elle a pu mettre fin à son stage initial qui était tout pourri et avoir du coup 6 mois de stage qui a permis de valider son diplôme. Donc, elle a complètement échoué. Elle a dit, moi, je suis complètement merdée, mes stages, c'était nul, etc. J'ai raté. Je dis, mais non. Non, oui, vous avez connu ce traumatisme. Non, ce n'était pas la bonne boîte, d'accord. Mais vous avez surmonté l'échec. Vous avez surmonté le trauma. Regardez comme vous êtes forte, comme vous avez réussi à vous vendre et à faire en 3 mois ce que vos camarades ont fait en 6 mois de stage. Et là, tout d'un coup, franchement, elle a dit, mais je m'étais jamais dit ça, en fait. Ben, moi, je vous le dis. Donc, ayez toujours, prenez ce que votre filleule vous donne et tournez-le, reformulez-le de façon positive. Voilà, comment vous allez redonner confiance à votre filleule. Donc ma petite Isabelle, et ben, à partir de ce moment-là, c'était bon. Je ne l'ai plus jamais vue. On a gardé contact. Mais à ce moment-là, elle a dit, ouais, ça y est, c'est bon, j'ai compris, je vais le présenter comme vous me le dites. Donc, on s'est entraîné. Et exprès, au début, je la mettais en difficulté. Je faisais exprès de l'embêter pour la mettre en fragilité. Et puis, au bout d'un moment, elle y est arrivée. Voilà. Et après, elle n'a plus eu besoin de moi. C'était super. Donc, gardez le contact, gardez le fil. Et si ça ne marche pas, il y a forcément une raison. Il n'y a pas qu'une question de mon profil n'est pas adéquat à l'annonce. Il y a un truc. Il faut aller fouiller. Voilà, donc ça, tout ça, je l'ai dit. Voilà. C'est Il y a une petite question dans le. Ah, pardon. Je voulais rajouter 2 choses. Je pense qu'il faut aussi oser demander aux gens pourquoi ça ne l'a pas fait. Et l'éthier aussi pour avoir un vrai feedback transparent. Oui. Et le deuxième point, je pense, dans la stratégie de recherche, c'est aussi la relance. C'est-à-dire, en envoyant un CV, une lettre de motivation, on s'est pris la tête. Quand on n'a pas de réponse, on relance et il y a plusieurs façons de le faire. Soit on repère les gens en RH sur LinkedIn et du coup, on leur fait un petit message en parallèle en disant j'ai envoyé ma candidature, je suis super motivée, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous je vous ai envoyé des trucs, essayer de choper les mails, ça c'est pas très compliqué de voir un peu comment se structurent les mails d'entreprise et du coup. Voilà, c'est vraiment quand la fenêtre elle est fermée, quand la porte est fermée, passer par la fenêtre, quoi, et pas attendre que ça arrive comme ça, parce qu'en fait, c'est aussi la persévérance qui fera la différence. Tout à fait. Et puis peut-être que vous avez postulé dans cette boîte-là il y a 6 mois avec un CV tout pourri, recommencer 6 mois plus tard avec des outils mieux tournés. Le petit tableau Excel avec le suivi, j'ai postulé telle date, voilà les contacts que j'ai, voilà quand est-ce que j'ai avancé, ça peut être pas mal. Oui, s'il n'y a pas de méthode dans la tête, il faut au moins la mettre sur le papier. Oui, alors je vois qu'il est midi, si certains d'entre vous doivent nous quitter, pas de souci, mais on a encore une petite question, Caroline. Alors, question un peu délicate qui concerne le voile. On a Patricia qui nous dit que sa filleule a une photo d'elle avec le voile sur son CV et qu'elle entend beaucoup autour d'elle que ça a des avantages, le fait de montrer qu'on porte le voile. Elle explique qu'elle ne sait pas si elle doit aborder ce sujet avec sa filleule, puisque pour elle, c'est son choix. Oui. Mais est-ce qu'il faut aborder le sujet et lui dire que... Bien sûr qu'on peut aborder le sujet, mais pas l'aborder n'importe comment. Certains métiers n'autorisent pas le voile. C'est tout. Donc, certains métiers l'autorisent parfaitement. Donc, si on a l'intention de porter le voile tout le temps et que c'est important de le garder tout le temps et qu'on ne renoncera pas, autant l'afficher de suite
Et voilà. Je vous donne un exemple. Dans le commerce, très souvent, on exige une neutralité, une grande neutralité quant aux convictions personnelles, qu'elles soient religieuses ou pas. Donc, dans le commerce, il est autorisé d'exiger une neutralité vestimentaire. Dans notre commerce, nous, la banque, par exemple, c'est neutralité vestimentaire. Et là, en l'occurrence, afficher un voile, ce n'est pas une neutralité vestimentaire. Dans les ressources humaines, j'ai un collègue parrain, enfin mentor, qui avait une jeune diplômée voilée elle aussi, qui voulait faire des ressources humaines. Bon, bah, c'est possible. C'est possible. Peut-être pas dans tous les domaines. Voilà, donc on peut aborder le sujet. On peut aborder le sujet parce que ça peut être quelque chose qui fait vraiment partie de l'identité de la personne. Simplement, lui faire comprendre que certains domaines, ça ne sera pas possible et ça sera légal. Voilà. Dans d'autres, et voilà, il faut qu'elle le sache et qu'elle puisse s'en rendre compte. Parce que peut-être qu'elle ne se rend pas compte que faire du commerce ou certaines activités de représentation en affichant d'abord son identité plutôt que l'identité de l'entreprise, ce n'est pas possible. Peut-être qu'elle n'en a pas conscience, en fait. Voilà. Voilà, mais tout à fait. Juste peut-être pour aider aussi, je pense que quand on démarre un accompagnement, je pense que c'est important dans la prise de connaissance de poser le cadre. De dire que voilà, on va se permettre aussi de dire des choses, de faire du feedback, ça sera peut-être pas toujours agréable, mais l'idée c'est vraiment d'aider. On est dans une sphère de confiance et l'idée c'est vraiment de se dire des choses. Voilà, je pense que ça prépare à pouvoir aborder après les sujets un peu plus touchy. J'espère que ça aidera Patricia. Moi, j'aurais une question. Enfin, ce qui me vient en rebondissant sur la question du voile et de la photo, c'est j'ai accompagné un garçon qui est noir, qui au bout de assez rapidement a trouvé un stage, cherché une alternance, donc ça s'est assez vite dénoué. Mais dans le premier CV qu'il m'envoie, il met pas de photo. Tu vas faire un team, parce qu'il était à Poitiers, il ne pouvait pas se déplacer. Mais la plupart des CV que je reçois, il y a des photos. Pourquoi vous ne mettez pas de photos? Je fais oui, je comprends très bien. Aujourd'hui, il y a ce genre de réflexe. Je m'attends à rien d'autre qu'une photo de la personne que je vais rencontrer. Quelle est votre opinion sur la photo dans ces cas-là? Oui. Moi, la photo, alors déjà légalement, on n'a pas le droit d'exiger une photo. Non, voilà, bien, mais, déjà de base. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'avant tout, d'un point de vue strictement pragmatique, je préfère une bonne photo bien fichue qu'une espèce de torchon. C'est clair. Et je leur dis à tous, si vous ne sentez pas la photo, ne la mettez pas. Il faut que cette photo, elle puisse aider votre recruteur à vous mémoriser, mais à vous mémoriser positivement. Donc, les photos d'identité, les photos de CV qui sont les mêmes que les photos sur la carte d'identité où on fait la tronche, bah, pas question. Pas question. Donc, on se reprend en photo dans un, dans un cadre professionnel, en tout cas qui ressemble. On ne se met pas en t-shirt et tongs, en pied en plus, à la plage pour envoyer un CV. Je te jure, j'en ai vu. Non, mais j'ai déjà vu des photos où derrière, il y a les palmiers. Et en plus, il y a la main sur l'épaule, donc on voit qu'en plus, il y a le pote à côté et ça a été recadré. C'est pas pro. C'est pas légal de refuser, on est d'accord. Mais ça me donne comme image un touriste. C'est par rapport au fait de son réflexe étant noir, il ne pas mettre de photo. Je le comprends. Et de toute façon. Effectivement, on dit bien que la photo, dans tous les cas, doit être de qualité. Ouais. Et souriante. Est-ce qu'il faut suggérer de mettre quand même une photo? Parce que moi, personnellement, quand on fait un CV, souvent, ça aide à mémoriser. Il y a quand même une grosse tendance à. D'accord, c'est la pratique. Parce que moi, je dis pourquoi, c'est qu'on est une PME, donc en fait, je vais recruter un collègue. Et j'ai pas de problème. La personne, je ne sais pas si c'est fille de personne ou pas, mais voilà, ça fait partie de l'appréciation générale de l'image que je vais recevoir. Et la photo, la personne peut c'est pas le sujet. Mais si justement ça montrerait une faire un selfie à l'arrache comme ça. Et un CV sans photo, vous avez du coup des compétences et le parcours. Qu'est-ce qui fait que. Une TA par exemple.
franchement, le parcours était moyen, mais la photo était très qualitative. Sans la personne, vous pensez que c'est la personne qui va prendre le temps, qui va se positionner, qui va chercher, voilà, il y a un effort sur. Il n'y a pas très longtemps, une fille dont le CV que vous trouvez à l'écran, elle avait aussi une photo qui elle-même était envoyée à la terre. Je trouve que ça. Il faut vous dire que la photo n'est pas essentielle. Mais si elle peut rajouter des points, favoriser une mémorisation positive, alors rajoutons-nous quelques petits points. S'il n'y a pas de mémorisation positive, c'est pas la peine. Voilà. Inversement, moi j'ai eu le cas d'une personne qui avait une très jolie photo et qui l'a enlevée en fait, mais simplement parce que ça biaisait aussi ses candidatures. Enfin, moi là-dessus, je lui dis écoute, c'est ton choix. Voilà, moi je trouve que ta photo est très bien, ton CV avec ou sans photo est très bien, mais moi personnellement je préfère. Maintenant, c'est ton choix, ça aide de sentir. Parce que je pense que derrière, il y avait effectivement je suis d'accord sur le côté non et visuel. Il y avait cette crainte voilà, de ne pas passer parce qu'elle était noire. S'ils ne le sont pas, voilà, c'est à eux de se positionner. Comme vous dites, ils sont grands, ils savent ce qu'ils veulent. C'est aussi le fait de s'assumer, avec un voile ou pas un voile. C'est partie de leur personnalité. Effectivement, une personne, voilà, et pas qu'une image. C'est une personne avec sa personnalité. Et la photo, en fait, la personnalité. Je vais vous donner sur la personnalité, je vais vous donner une dernière anecdote sur le CV. On parle beaucoup de compétences. Ah oui, c'est notre chargé de com, Nickel. Le CV, souvent on parle des hobbies, des centres d'intérêt, etc. Je me rappelle encore d'une jeune fille qui avait mis dans ses hobbies du pole dance, à l'époque où ce n'était pas du tout démocratisé. Mes collègues masculins voulaient tous la rencontrer. Heureusement que c'était moi qui me suis occupée des CV. Bon, voilà, donc c'est pas légal, c'est pas bien, on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand même, à un moment donné, il faut faire attention à tout, quoi. Et je me suis dit, jeune fille, si tu affiches le pole dance, alors qu'à cette époque-là, c'était vraiment connoté stripteaseuse, toi, tu as une personnalité, donc j'ai envie de te voir. Et pas parce que, a priori, tu es bien faite et que tu t'exhibes. Non, c'est parce que tu as une personnalité. Donc j'ai dit, les garçons, oui, on va la voir, mais je vais la voir. Voilà. Voilà, exactement. Il faut faire attention au message qu'on veut faire passer en fait à chaque mot, à chaque phrase de son CV, de sa lettre de motivation, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est d'accord, c'est quand même une partie qui reste très adaptée au CV. Oui, parce qu'on reste dans des vieux réflexes, mais la plupart des gens que je recrute, il n'y a pas de CV. Hein. Il n'y a pas de photo sur le CV. Je suis fatiguée. Je fais les raccourcis. Je ne sais pas quand. Appui photo. Mais bon, à un moment donné, je vais les voir. Voilà. Non, attendre, moi, je ne me dérange pas d'attendre. Ouais. Oui. Je suis demande d'état. Ah oui, ça, pardon. Oui, bien sûr, mais bon, qu'est-ce qu'on veut mettre sur le passé comme message? Parce qu'on met ça. Voilà. Et ça, c'est un atelier CV, c'est pas l'atelier comment commencer le mentorat. Non, mais c'est un peu l'idée aussi sur le fait que si ils disent pour du running, il court 5 km par mois, ça ne sert à rien de mettre running. C'est déjà bien. Oui, mais ça n'apporte rien en fait. Non, ça n'apporte rien, sauf si on doit vendre des chaussures de running. Voilà. Énormément d'activités. Exactement. Il faut vraiment, tous les éléments du CV sont là pour mettre en valeur le candidat. C'est le merchandising. Donc ça ne sert à rien de rajouter des infos qui ne servent à rien en l'occurrence. Elles sont toutes là pour éclairer positivement et enrichir la thématique. Et j'avais animé il y a quelques années un atelier avec des jeunes, comment valoriser ses expériences extra-professionnelles, son bénévolat. Ils ne se rendent pas compte en fait de la richesse de compétences qu'ils ont. Oui, on le refera. Je le referai. Si vous voulez, je le ferai. Voilà, très bien. En tout cas, merci de votre écoute, votre patience et votre participation. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de retours dans le chat qui vous remercient pour cette belle présentation dynamique, toutes ces informations.
Beaucoup de remerciements. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt. Passez une bonne journée. J'ai fait la présentation.